Bien, nous arrivons à l'analyse multivariée. Hein, l'analyse multidimensionnelle ou multivariée de data mining. Ok. Alors, l'analyse factorielle multiple, hein, nous allons effectuer. Bon, vous avez différents, on va dire, vous avez une carte contribution carte factorielle, en tout cas les effectifs. Alors, l'analyse factorielle multiple. Ici, on peut supposer que on a croisé. Allez, encore un multiple, vente. Je vois ici activité, mode d'hébergement. Donc, nous allons mettre ensemble, pour réaliser l'analyse factorielle multiple, nous allons mettre l'activité, le mode d'hébergement et nous allons introduire la variable sexe. Ok. Donc, allez, on va y aller là. Nous sommes en multivarié. Alors, il y a une façon plus facile, enfin très facile, c'est passer par ici. Déterminer l'analyse, traitement, déterminer l'analyse, c'est plus simple. Hein. Nous, on a besoin de la variable, on a dit activité. On a niveau d'hébergement. Et on a dit, on va introduire, par exemple, la variable sexe. Où es-tu? Voilà, par exemple, c'est plus simple. Comme je vous disais, il nous propose une série d'analyses, un tableau croisé juxtaposé, un factoriel multiple, tableau de caractéristiques, bref, en tout cas. Nous, ce qui nous intéresse pour la démonstration, c'est analyse factorielle multiple, c'est celle-ci. Donc, on rentre, on clique et puis on fait OK. Voilà, c'est un peu touffu, donc on va, par glisser, déplacer, on va mettre un peu de l'ordre en faisant en sorte que chaque élément soit à sa place, hein, qu'on ne coupe pas les axes. Il ne faut pas qu'on coupe les axes, que les axes ne soient pas coupés par les... Donc là, on voit... C'est comme ça. On fait un peu le... que ce soit propre. Ça va ce côté-ci, puisque... on voit clair. On procède par on clique, on sélectionne, glisser, déplacer. Voilà. On voit qui fait quoi. Voilà, je crois qu'on voit un peu plus clair ce qui se passe. Donc, vous avez en jaune, d'abord, c'est le même principe que l'analyse factorielle des correspondances, sauf qu'ici, on a plus de deux variables, donc on est en analyse factorielle des correspondances multiples. Alors, il faut déjà remarquer à travers le code de couleur que le sexe est représenté ici en jaune, je vois ici féminin, masculin, tandis que les mots d'hébergement, c'est du bordeaux là. Je vois ici famille, amis, hôtel, camping. Camping, c'est du bordeaux. Et en bleu, vous avez les activités. Alors, qu'est-ce qu'il faut constater en regardant, en analysant ce graphique-là? Il faut constater que, bon, comme c'est par rapport à l'être humain que l'on définit les objets, hein, donc c'est par rapport au sexe que nous allons procéder, on va dire, orienter l'analyse. Alors, que font les femmes? Question simple. Bon, vous constatez déjà qu'il y a opposition, que ce soit à travers le mode d'hébergement ou à travers, enfin, que ce soit l'axe, hein, que ce soit l'axe vertical ou l'axe horizontal, les deux sexes s'opposent. Le sexe féminin et le sexe masculin. Première remarque. Deuxième remarque, nous allons maintenant regarder les activités. Les activités des femmes, par exemple. Vous voyez, elles, c'est vie locale, visite, gastronomie,
environnement, promenade à pied. Ça, quand on veut être rigoureux, en regardant simplement dans cette zone-ci. OK? Les activités des hommes. Donc, les hommes sont ici. Voici le sexe masculin. M, là, c'est masculin. Que font les hommes? Ils font la baignade, la planche à voile, les loisirs, bicyclette, canoë, kayak. Maintenant, les modes d'hébergement. Les hommes, eux, l'hébergement, c'est le camping. Hein? Par excellence, c'est le camping. Ça se voit ici. Et la location gîte. Ok, location gîte, c'est là. Location gîte et camping. Mais les hommes, c'est surtout le camping. Quant aux femmes, c'est l'hôtel. Hein? C'est là. Ça se voit là. Ils sont dans la même région. D'accord? Maintenant, par extrapolation, parce qu'on ne va pas quand même laisser les autres là, les autres modes d'hébergement, etc. Si on extrapolait un tout petit peu, maintenant il s'agit de trancher. On va découper l'axe comment? Est-ce qu'on découpe suivant l'horizontale ou bien suivant la verticale? Ça, c'est en fonction de la nature. Hein. Alors, si on découpe par exemple suivant l'horizontale, qu'est-ce que l'on observe? Si on découpait suivant l'horizontale, on verrait que les femmes, comme mode d'hébergement secondaire, vous avez les familles amies. Et comme activité, il y a l'équitation, le tennis, le rafting, etc. Et le fromage. Maintenant, les hommes, il y a comme activité, vous avez la voiture, la pêche. Je crois que pour une population européenne occidentale, parce que cette enquête, il faut vous rappeler qu'on l'a effectuée en France, il est mieux de découper pour extrapoler suivant l'horizontale. L'activité de pêche, chez les Occidentaux, il n'y a que les hommes qui l'effectuent. À la différence de nous, en Afrique bantoue, chez nous au Gabon, les femmes peuvent également faire la pêche. Les hommes font la pêche à l'épervier, etc., etc. Mais les femmes font la pêche, on va dire, en vidant des bassins. Donc, chez nous, par exemple, bon, déjà, l'enquête l'a traduit, hein, ce que les anthropologues ont toujours mis en évidence. C'est peut-être moins évident dans leur société, dans les sociétés occidentales aujourd'hui, mais dans les sociétés africaines, les activités, les tâches sont reparties en fonction des sexes. Ok? Chez nous, la femme ne fait pas la chasse, par exemple. Activité exclusivement réservée aux hommes. La femme est dans la cuisine, elle fait la cuisine. C'est son activité. Pour l'activité spécifique de la pêche, en Occident, les femmes ne font pas la pêche. C'est pourquoi découper une position horizontale, si je divise le plan suivant l'horizontale, c'est ce qui est correct de faire. Parce que chez eux là-bas, les hommes font la pêche, ce qui n'est pas le cas des femmes. Mais chez nous, je vais découper différemment. Chez nous, en Afrique, parce que chez nous, les hommes comme les femmes font la pêche. Ok? Bien. Voilà un peu comment on peut interpréter l'analyse factorielle multiple. Il faut comprendre que vous avez d'autres options. Hein. Analyse factorielle multiple, vous avez les effectifs, vous pouvez même afficher les observations. Vous voyez, quand il n'y a pas d'observation, c'est comme ça. Quand j'ajoute, hein, vous voyez comment les observations apparaissent. D'accord? Vous savez que les observations traduisent le nombre d'individus interrogés. Hein. Vous voyez que cette façon ça veut dire que chaque point représente un individu. Et vous voyez comment c'est concentré. Hein. C'est concentré autour d'ici. Hein. Hein, ok, voilà, ici. Il y a moins d'individus vers les familles, amis, etc., etc. Ce qui explique un peu le premier découpage que j'ai amorcé. J'avais découpé comme ça et découpé comme ça. Et ça traduit ici parce que quelque part, inconsciemment, je savais que par ici, il n'y avait pas beaucoup d'individus et par ici, il n'y a pas beaucoup d'individus. Ok? Bien, ça c'est pour les individus. Donc on a coché ici pour avoir les individus. Maintenant, vous avez d'autres options comme les effectifs, hein, le tableau des effectifs. C'est des choses que vous avez vues lorsque on vous a présenté les tableaux croisés avec les contingences et tout ça là, les tableaux de contingences, etc., etc. Les contributions
vous avez quelque chose, voilà, vous avez d'autres d'autres façons de regarder, d'apprécier, d'analyser. Mais c'est vrai qu'avec le graphique, c'est plus facile. C'est plus facile d'analyser avec le graphique, ça c'est clair. Alors, on avance, on a fait l'analyse factorielle multiple. Analyse de la composante principale, vous l'avez vu à travers les vidéos. On va quand même vous présenter ce que c'est en se servant des variables numériques. Bon, ici, on va aller vite, hein, on va peut-être pas reproduire ce qui apparaît là. Voici l'analyse de la composante principale, vous avez des vidéos qui vous présentent tout ça là. Mais nous, on va juste vous faire la démonstration pour y arriver. Hein, et puis voilà. Alors, il faut savoir que l'analyse de la composante principale se fait principalement avec des variables, on va dire, numériques ou des variables échelles. Hein. Mais nous allons privilégier les variables numériques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller très rapidement regarder quelles sont les variables numériques. Je rentre ici à l'élaboration de questionnaire pour aller identifier les variables numériques. Alors, je constate que durée du séjour est numérique et les dépenses sont numériques. Donc, mon analyse de la composante principale, je vais me la fonder sur, par exemple, durée de séjour et les dépenses. Hein. Je le vois à travers les icônes là. Hein. 4 puissance 5, c'est numérique. Quelquefois, vous aurez 4,5, c'est également des variables numériques. Sauf que ici, c'est des variables numériques dites, on va dire, entières. Tandis que quand c'est 4,5, c'est une variable numérique décimale. OK? Bon, alors, j'ai identifié mes variables. Maintenant, je vais faire mon analyse de la composante principale. Je viens ici, traitement analyse. Je viens déterminer l'analyse pour aller vite. Bon, je ramène tous ces gens-là ici hein, pour qu'ils ne m'embrouillent pas. Et je vais prendre, on a dit la durée du séjour qui était numérique. Et puis les dépenses. On va prendre les dépenses. On va les prendre toutes. Je vais prendre les, voilà. Et je les fais passer de l'autre côté. Vous voyez, il y a d'autres options. On aurait pu faire un tableau à plat à coller, tableau de variables numériques, etc. Voilà, nous on veut un argument principal. Allez, on clique ici. Et puis on valide. Voilà l'analyse d'un composant principal. Hein, vous voyez que tout est concentré par ici. Hein, cet axe-là, cette région-là, elle est plus impliquée dans la composante principale, ce qui n'est pas le cas d'ici. Si on peut faire apparaître les observations, hein, c'est-à-dire les individus interrogés, hein, tout à l'heure il n'y en avait pas. C'est vrai que ce n'est pas trop. Hein, voilà, vous voyez, j'ai enlevé et je les remets. Et vous voyez qu'il y a une concentration d'individus par ici. Alors, que traduisent ces composantes principales là? Vous avez la composante principale. Voilà. Donc, tout est dans cet axe-là, la durée de séjour des dépenses. Hein. On voit que, quelque part, puisqu'ils sont dans la même région, hein, qu'il y a un lien. Il y a des liens. Bon, maintenant, c'est vrai que l'objet de la composante principale, on vous l'a dit, c'est pas forcément d'établir de lien. C'est de réduire, c'est ce qui a été dit, essayer de réduire le nombre de variables. Le nombre de variables pour ne retenir que les plus importantes. Hein, fondamentalement, c'était ça l'objet. La composante principale, ou bien quelle est la meilleure façon hein, de représenter l'information. C'est aussi l'idée qui a été évoquée lorsque on a présenté la composante principale. Alors, nous allons présenter d'autres éléments rapidement. Hein. La corrélation, la matrice de corrélation. Donc, vous cliquez ici sur, on était sur 4 factoriel, maintenant on vient sur corrélation. Vous avez la matrice de corrélation, vous avez entendu parler de ce que c'est qu'une matrice. Hein. Vous avez les contributions, hein, etc. Voilà. Bon, voilà pour le point principal. Je ne vais pas insister, puisqu'on a, on va aller vite à la régression multiple, qui, elle, nous donne très rapidement, arrive à nous donner les machines. Alors, en régression multiple, c'est-à-dire je repars dans déterminer une analyse, hein, et puis on laisse les mêmes variables. Cette fois-ci, au lieu de prendre l'analyse en composante principale, on prend régression multiple. OK? Régression multiple. Et puis ici, on va dire qu'on va essayer d'expliquer bon, ce qui est naturel dans notre esprit, c'est souvent d'expliquer la dépense.
on explique la dépense totale en fonction des autres variables pour voir ce qu'il en est. On arrive ici, nous ce qui nous intéresse c'est la régression multiple, donc je coche, si ce n'était pas par défaut, je coche régression multiple. Alors il nous présente une équation de la régression multiple. On peut parler de droite, hein, puisqu'on est en dimension n, hein, en dimension 2, lorsqu'on a 2, on peut parler de droite, mais ici on est en dimension supérieure à 2, on parle juste d'équation de régression multiple. Et ce qui devait attirer votre attention dans cette équation, puisqu'il s'agit dans l'esprit, il s'agit de réduire à un nombre minimum de variables, c'est ce rapport-là que le logiciel fait. Il vous dit la durée de séjour est peu influent, et puis la dépense restaurant est peu influent. Donc les variables qui expliquent mieux la dépense totale, ce sont les suivantes, c'est-à-dire les dépenses d'hébergement, la dépense alimentation et la dépense loisir. Voici les dépenses qui expliquent la dépense totale. Donc c'est l'hébergement, l'alimentation et les loisirs. OK? Bon, certains termes d'économie sont peu influents. Bon, parfois, hein, dans le rapport, il pourra vous dire que là, qu'il y a des variables qui ont des liens. OK? Des variables qui ont des liens. Par exemple, il aurait pu dire hein, que dépenses hébergement est liée avec dépenses loisirs. S'il avait dit ça, auquel cas, on devait aller rechercher le lien entre les deux variables en les croisant et puis en récupérant l'équation de cette droite et puis on vient l'introduire. Parce que l'idée ici, c'est réduire le nombre de variables explicatives. La variable à expliquer, c'est la dépense totale. Les variables explicatives sont de ce côté, c'est durée de dépenses hébergement, dépenses administration et dépenses, ce sont les variables explicatives. Il s'agit pour faciliter, on va dire, l'analyse, de réduire, tout comme le suggérait l'analyse de la composante principale, c'est amener à réduire. Donc on voit ici que la dépense totale est mieux expliquée par la dépense d'hébergement, la dépense alimentation et la dépense loisir. Bon, vous savez ici aussi il y a des profils, hein, on aurait pu voir les diagrammes profils hein, pour expliquer tout ça. Hein. Vous voyez que dépenses restaurant, dépenses alimentation, peut-être un peu la dépenses alimentation, restaurant. Bon, voici ce qu'il y a. Bon, on peut parler aussi de... On avait la régression multiple. Il y a une matrice de corrélation, hein, comme tout à l'heure. Matrice de corrélation. Bon, on peut repartir sur un point principal et rapidement pour voir un peu si la régression multiple et la sont d'accord pour dire que la dépense totale est mieux expliquée par... vous voyez, c'est effectivement... Vous voyez, la dépense totale, elle est quelque part ici. Je fais un peu de ménage. Vous voyez la dépense totale? Ils sont dans la même région. Donc, vous voyez bien que la dépense totale, ça c'est un argument principal, est mieux expliquée par la dépense de loisirs, la dépense alimentation, la dépense hébergement. OK? Et c'est ce que nous avait suggéré. La régression multiple. La régression multiple est plus claire. Hein? Ici, c'est vrai qu'il faut avoir l'expérience de régression, mais c'est plus clair. Alors, donc, nous avons fait l'analyse multivariée, analyse des facteurs multiples, vous avez tout vu. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Les tableaux multiples. Okay? C'est la dernière étape, c'est ce que je disais que notamment, il y a des tableaux à plat à coller, qui sont des tableaux intéressants. Hein? Il y a d'autres tableaux à part les à plat à coller. Donc on va rapidement voir si on a un tableau à plat à coller disponible. Là. Donc on rentre encore ici, détermine l'analyse. Est-ce que le tableau de... Oui, on a, Dieu merci, on a un tableau à plat à coller, on peut faire un tableau à plat à coller. Voilà ce qu'il nous donne en termes de tableau à plat à coller. Ce qu'il faut rappeler, déjà, je ne l'ai pas dit hein, dans le support de cours, c'est que les tableaux à plat à coller sont intéressants
quand il s'agit des variables, quand on veut mettre en relation des variables qu'on va dire, des variables échelles. Les variables échelles, surtout des variables quand elles sont échelles et qu'elles ont les mêmes modalités de réponse. Les modalités de réponse, on n'a pas beaucoup insisté. Voilà, voici un tableau un peu à coller. Hein, c'est celui de la page 33. Vous voyez toutes ces variables-là, vitesse, confort, sécurité, etc., ont les mêmes modalités de réponse. Ok. L'intérêt des tableaux à plat à coller, c'est que ils sont utiles pour évaluer la satisfaction d'un client, etc. Parce que ici, la satisfaction, vous pouvez l'analyser variable par variable, vous l'observez variable par variable, les variables sont en ligne, hein, donc ligne par ligne, et à la fin, vous avez la dernière ligne qui résume l'ensemble des variables. Donc vous avez non seulement une vision univariée variable par variable en termes de satisfaction, mais maintenant vous avez une vision globale qui est à travers la ligne ensemble, qui vous donne, dit dans l'ensemble, si les personnes sont satisfaites ou pas. Donc c'était un modèle, on peut appeler ça un modèle d'analyse intéressant, hein, les tableaux à exploiter. Il faut souvent y songer lorsque vous avez des enquêtes de satisfaction à faire. Donc vous allez créer donc une série de variables ayant les mêmes modalités de réponse. Comme ça, à la fin, vous avez un modèle d'analyse synthétique. Hein, synthétique. C'est très intéressant cette histoire de tableau à coller avec les variables et les modalités de réponse. Bon, vous avez d'autres tableaux, hein, tableau de caractéristiques, hein, vous avez compris le principe. Vous en avez un ici, dans lequel on a essayé à travers ce tableau, hein, de mettre ensemble un certain nombre de variables, la crainte, l'adage, la vie à deux, la génération. Et vous constatez que à travers ce tableau de caractéristiques, hein, on va résumer, hein, à la fin ici, hein, la dernière ligne résume tout, hein, c'est-à-dire que s'il fallait évaluer ce que pensent les jeunes. Bon, déjà, on regarde ici, les jeunes, quelles sont les craintes des jeunes par rapport à eux, ce qui craignent le plus, c'est la fin de l'amour. Les pères, enfin les hommes, hein, les garçons, hein, les jeunes garçons, les adultes, ceux qui craignent, c'est aussi la fin de l'amour. Bon, je suis sûr, tout le monde craint la fin de l'amour, ok? C'est pourquoi dans l'ensemble ici, la fin de l'amour. Maintenant, l'adage qui dit que qui se ressemble s'assemble. Les gens se mettent ensemble pourquoi? Pour les jeunes, ils se mettent ensemble pour la raison sociale, pour les pères également, donc essentiellement pour les hommes, on se met ensemble pour avoir, on va dire, une meilleure situation sociale, il faut le dire clairement. Tandis que pour les femmes, les filles, les jeunes filles, c'est le caractère, c'est-à-dire qu'elle se met avec un jeune homme, ou à cause de son caractère. Idem aussi pour les mères, hein, c'est vraiment une coïncidence heureuse. Donc pour les femmes, à la différence des hommes, elle se met avec un homme, en couple avec un homme, à cause de son caractère. Ok? Mais dans l'ensemble, hein, c'est la situation sociale qui intéresse tout le monde. Vous savez, c'est 132. Mais c'est vrai que c'est pas très loin aussi du caractère. Donc on peut dire que si on analyse ce tableau, les gens se mettent en couple pour des raisons, en fait, pour vivre mieux ensemble. C'est pour une raison sociale, hein, c'est-à-dire avoir une meilleure vie. C'est-à-dire que vous êtes de la même classe sociale, on va dire ça comme ça. Et le caractère. Voici les deux éléments qui poussent les gens à se mettre en couple. Maintenant, dans la vie à deux, si on analysait qu'est-ce que les gens aiment dans la vie à deux, pour les jeunes garçons, qui sont dans le 111, c'est par amour. Hein, pour les pères, les adultes, c'est pour avoir un enfant. Hein, et par amour, hein, puisque c'est pas trop loin, 54, 51, c'est un peu, hein, voilà. Pour les jeunes filles, c'est par amour, c'est clair. Pour les mères,
c'est pour avoir un enfant et par amour, hein, c'est pas très loin. Bon, donc fondamentalement pour les adultes, c'est pour avoir des enfants, et pour les jeunes, c'est par amour. Ah oui, c'est naturel, c'est normal, hein, la jeunesse, c'est comme ça. Maintenant, dans l'ensemble, on se met à deux, la vie à deux, ce qu'on apprécie la vie à deux, c'est par amour. Voilà, c'est par amour. Voilà hein, un tableau de caractéristiques. Hein. Vous pourrez produire vos propres tableaux de caractéristiques et puis vous les analyserez comme ça. Là. Ok. Donc on arrive à la fin, nous sommes à la fin. Hein. Maintenant, c'est la présentation des résultats. On en a discuté pendant longtemps. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à la fin d'une enquête, d'une analyse, vous devez produire un rapport que vous rédigez sur Word. On vous l'a déjà dit. Vous pouvez, à travers cette enquête, pour les besoins de ce rapport, en faisant du copier-coller, passer de Sphinx à Word, vous copiez les tableaux, les graphiques, ensuite vous inscrivez les commentaires, les analyses, vos interprétations des résultats. Donc, maintenant, ce rapport doit être synthétique, on vous l'a dit. Il ne s'agit pas de remplir des pages. Non. Parce que s'il faut prendre tous les résultats que donne le logiciel, vous remplirez même 1000 pages. Mais ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de rédiger un rapport synthétique. Donc, un rapport entre 10 et 15 pages, c'est suffisant. D'accord? Mais l'idée maîtresse, c'est le rapport doit être en accord avec les objectifs que vous êtes fixés. Je vous ai dit, d'entrée de jeu, quand on fait une analyse ou une enquête, on a un objectif à atteindre, qu'on décline. Ok? Quand on décline l'objectif, on émet peut-être des hypothèses. Des hypothèses, par exemple, on émet des hypothèses que l'on va vérifier, qu'on va infirmer ou confirmer à la fin, grâce aux résultats. Si on dit, par exemple, tous les Gabonais sont fous, il faut qu'à la fin, c'est une hypothèse, maintenant, à la fin de l'enquête, bien tous les Gabonais sont paresseux. À la fin de l'enquête, on doit pouvoir répondre à l'action si oui ou non. Est-ce que les Gabonais sont véritablement paresseux? Vous comprenez? Et ça, c'est à la fin. Au vu de vos résultats, vous devez pouvoir apporter cette réponse-là, qui fait partie de l'objectif, on va dire, soit objectif spécifique ou objectif général, objectif spécifique de votre enquête. Donc, il faut répondre à, on va dire, l'objectif qui s'est fixé, en ne prenant que les résultats les plus significatifs, les plus synthétiques, par rapport à l'objectif à atteindre, aussi de votre enquête. Donc, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas de faire du remplissage, il s'agit de... N'oubliez pas que l'analyse de données, c'est un outil de la décision. Donc, votre enquête, de par son rapport, doit aider les décideurs à prendre des décisions. Donc, si à l'issue de votre rapport, après lecture de votre rapport, après conseil de votre rapport, on n'arrive pas à répondre à un certain nombre de préoccupations, à l'objectif de l'enquête, on n'arrive pas le décideur n'arrive pas à prendre les décisions, les décisions voilà, en rapport avec les préoccupations des décideurs, mais c'est que vous avez fait fausse route. Parce que c'est un outil de la décision. On doit pouvoir prendre des décisions grâce aux résultats de votre enquête. Si on n'arrive pas à prendre des décisions grâce aux résultats de votre enquête, c'est que, grâce à vos analyses, c'est que vous avez fait fausse route. Vous avez échoué dans votre mission. Et quand on échoue dans une mission, non seulement il faut le reconnaître, mais puis il faut accepter d'être viré et de faire la place aux autres qui sont plus compétents que vous. Voilà, mesdames et messieurs, merci et bon travail.